Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la Plume de l'Histoire. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Plume et voici mon acolyte. Tu te présentes pas? D'accord, et notre invité? Ok, je vois que c'est Javier aujourd'hui. Bon, avant que la vidéo ne commence, j'aimerais préciser que je ne suis ni historien ni vidéaste et que donc cette vidéo contient probablement quelques erreurs ou des oublis. Moi, tu fais du travail bâclé, quoi. Et je tiens également à m'excuser pour la qualité du son, vu que, en fait, j'ai pas trouvé mon micro. Fait que j'enregistre comme ça, sans micro, directement avec le micro de mon ordinateur, qui est pas forcément de super bonne qualité. Du travail vraiment bâclé. Générique. On n'a pas de générique. On est trop pauvre. Pour commencer, les premiers hommes arrivent dans le sud du Japon entre moins 40 000 et moins 30 000 avant JC. Pendant l'ère de glace, à l'époque où il y avait des gros glaciers qui permettaient de se déplacer sur les actuels océans. Ces gens commencent à former des communautés indépendantes de chasseurs-cueilleurs. Une quinzaine de millénaires plus tard environ, les Japonais découvrent la poterie et sont le premier peuple à pratiquer cet art. C'est d'ailleurs à ce moment-là que commence la période Jomon. Il faut savoir que l'histoire du pays du soleil levant est divisée en plusieurs ères différentes, la période Jomon étant la première, et évidemment, toutes ces ères sont elles-mêmes divisées en plus petites ères. Ici, le Jomon naissant, primitif, ancien, moyen, tardif et final. Pendant cette période, le pays subit plusieurs vagues d'immigration massive depuis Hokkaido, la Corée et Taïwan. La poterie devient quelque chose de très important au Japon. Jomon signifie d'ailleurs board, jo, et motif, mon. Les villages sont composés de 6 à 10 habitations à demi enterrées, abritant chacune 5 ou 6 personnes. Info intéressante, selon la légende, l'actuelle famille impériale ainsi que tous les empereurs du Japon descendraient directement de l'empereur Jimmu, qui a justement régné pendant cette période. Jimmu descendrait même de la déesse du soleil Amaterasu. La période Yaoi commence en moins 300. Yaoi. En fait, c'est Yayoi, mais comme ça se ressemble, j'ai trouvé drôle de farm là. Ok, bon, à partir de cette date, le Japon connaît d'importantes avancées technologiques, comme la culture du riz ou encore le travail du bronze. Les populations commencent à se diviser en clans et à se faire la guerre entre eux ou encore des alliances et à commercer. La période Yamato, qui commence en 250 après Jésus-Christ et qui marque la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité, est divisée en deux parties. La première est la période Kofun. Elle doit son nom aux tertres funéraires construits dans l'ouest du pays, qui ressemblaient à de gigantesques trous de serrure. À ce moment, la société commence à se hiérarchiser. On a des guerriers, des paysans, des nobles, etc. On peut également voir l'apparition de plusieurs royaumes plus ou moins importants dans le sud du pays. La seconde partie de la période Yamato est connue sous le nom de période Asuka, qui commence en 538. C'est le nom d'un village dans lequel les différents empereurs aimaient bien installer leur capitale. Asuka commence lorsque le roi du Pache, quelque part en Corée. Enfin bref, un roi coréen a offert un cadeau, une jolie statue de Bouddha en bronze, à l'empereur pour s'en faire un ami. Avec cette statue arrive une toute nouvelle religion, le bouddhisme. Plusieurs nobles s'essayent alors à cette nouvelle religion, pratiquant plusieurs rituels bouddhistes, comme l'incinération par exemple, créant par la même occasion une division entre bouddhistes et shintoïstes. En même temps, c'est vrai qu'incinérer les morts comme le font les bouddhistes, c'est quand même plus simple que de construire des trous de serrure géants. Le fait est que quand l'empereur meurt en 585, le clan Soga, bouddhiste, et le clan Mononobe, shintoïste, entrent en guerre. La bataille finale eut lieu en 587 au mont Shigi. Bon, après la guerre, le Japon est enfin unifié, et en 645 est entamée la réforme de Taika, ensemble de lois visant notamment à réviser le réseau routier, le système de taxes, l'administration, le système postal, afin de tout centraliser autour du gouvernement. En gros, la réforme sert à donner plus de pouvoir à l'empereur et à éviter que les clans ne soient à nouveau divisés. En 710 commence la période de Nara,
Et il n'y a pas grand-chose à dire sur cette période, si ce n'est que la capitale impériale, autrefois située dans le village de Nara, est déplacée à Nagaoka en 784, puis à Heian-kyo, futur Kyoto, et y restera pour plus de 1000 ans. Cette époque est suivie par la période Heian qui commence en 794, tandis que la culture et les arts sont à leur apogée. En 1180, le clan Minamoto et le clan Taira entrent en guerre parce qu'ils ne sont pas d'accord sur qui devra succéder à l'empereur. Ouais, les Japonais, quand ils sont pas d'accord sur quelque chose, ils vont pas tranquillement discuter sur une table autour d'une tasse de café. Non, ça c'est pour les faibles. Non, non, eux, quand ils sont pas d'accord, ils font la guerre. Cette guerre se termine en 1185 lors de la bataille navale de Danoura et par la victoire du clan Minamoto, marquant le début de la période Kamakura et de l'ère féodale. À cause des guerres qui ont secoué l'ère précédente, la caste des guerriers a drastiquement monté en puissance. C'est pourquoi, en 1192, est créé le shogunat, la faction militaire du pays. À partir de cette époque, l'empereur n'exerce plus qu'un rôle symbolique et religieux. Tout se déroule plutôt bien jusqu'en 1274. Les Mongols, menés par Kublai Khan, ont envahi genre la moitié du monde connu, puis là, ils ont envie d'envahir le Japon. S'ensuit des combats épiques contre les samouraïs, les morts se comptent par centaines de milliers, mais aucun camp n'abandonne car, c'est une blague, en réalité, il y a juste eu une très grosse tempête, puis les bateaux mongols ont coulé avec les Mongols dedans. C'était vraiment pas leur journée à eux. Le pire, c'est qu'ils ont réessayé en 1281. Il y a eu quelques démêlés avec le shogunat, mais c'est principalement le même scénario. Les Mongols sont morts dans une tempête. Les samouraïs sont quand même bien battus. Ouais, si tu veux. Cependant, les tentatives d'invasion auront quand même affaibli le shogunat, et en 1333, l'empereur Go-Daigo en profite pour le renverser et recouvrer le pouvoir qui lui est dû. Cette période est appelée Restauration Kenmu. L'empereur dirige alors son pays d'une main de fer, mais néanmoins miséricordieuse, lors d'un long et prospère règne d'une durée respectable de 3 ans. Ouais, un gars qui bossait pour lui, Ashikaga Takauji, voulait être nommé shogun. Mais Go-Daigo était pas vraiment d'accord, il voulait conserver tout le pouvoir pour lui tout seul. Fait que, en 1336, il monte une rébellion, renverse l'empereur, en place un autre sur le trône et s'autoproclame shogun en 1338, inaugurant le shogunat Ashikaga. Et c'est ainsi que débute l'ère Muromachi. C'était pas vraiment son jour à lui non plus. Pendant la période Muromachi, le shogunat perd peu à peu son pouvoir jusqu'à ce qu'un gars, le shogun Yoshimasa, n'ayant pas d'enfant pour lui succéder, décide que c'est son frère Yoshimi qui sera le prochain shogun. Probablement la pire décision de sa vie. En effet, peu de temps après, la femme de Yoshimasa accouche d'un garçon, Yoshihisa. Je crame le premier qui fait une blague sur Yoshi. Les blagues nulles, c'est moi qui est supposé faire normalement. Alors retiens-toi d'abord. Le shogun décide alors que non, finalement, ce sera son fils, le prochain shogun. Forcément, Yoshimi, pas content, déclare la guerre à Yoshimasa en 1467. C'est le début de la guerre d'Onin. Il n'y a pas vraiment eu de vainqueur en fait. Tout ce que ça a fait, c'est que Kyoto a été complètement détruite, puis que des milliers de gens sont morts. Forcément, après ça, le shogun n'a plus eu aucun pouvoir sur les daimyo, les gouverneurs provinciaux, et que ces derniers ont alors commencé à se faire la guerre entre eux pour avoir plus de pouvoir. Cette seconde moitié de l'époque Muromachi, pendant laquelle les daimyo s'entretuaient pour le pouvoir et pendant laquelle le shogun n'est plus qu'une marionnette, est connue sous le nom de époque Sengoku, ou comme j'aime bien l'appeler, l'époque Sangoku. Parmi tous ces clans, l'un d'entre eux va se démarquer, pour sa grande nullité. Il s'agit du clan Imagawa. Imagawa Yoshimito désire se rendre à la capitale avec 25 000 soldats pour aider le shogun. Mais pour cela, il devra passer par le territoire du clan Oda, un tout petit clan assez modeste situé juste ici. Oda n'est pas vraiment une menace avec ses pauvres 3000 guerriers lors de la bataille d'Okehazama. Le clan Oda, en revanche, va se démarquer pour ses nombreuses prouesses militaires. Oda Nobunaga commence par prendre la capitale en 1568 et a oppressé le shogun avec sa grosse armée. En 1573, le shogunat Ashikaga prend fin. Oda commence alors à annexer les clans alentours avec ses deux meilleurs généraux,
Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Retenez bien ces noms, ils vont être importants par la suite. Il existe cependant un homme qui aurait pu s'opposer à Nobunaga, et cet homme c'est Takeda Shingen. Celui-ci déclare la guerre au clan Oda en 1575. Il est vaincu lors de la bataille de Nagashino, ses soldats ne pouvant rien faire contre le tout nouveau jouet de Nobunaga, le mousquet, droit importé d'Europe. Oda et ses potes continuent alors l'unification du pays et au passage se débarrassent des sectes bouddhistes, s'emparent du pouvoir religieux et entament plusieurs réformes. Tout se passe plutôt bien jusqu'à ce qu'un des deux généraux qui l'accompagnent, Tokugawa Ieyasu, ne décide de faire un petit coup d'état dans l'est du Japon. Oda le prend très mal et décide de mourir comme tout guerrier japonais qui se respecte. En se faisant seppuku. Hideyoshi est pas pantoute d'accord et va vite remettre Tokugawa à sa place lors de la bataille de Yamazaki en 1582. En 1590, l'unification du Japon est enfin terminée. Il était temps quand même, après 30 ans de guerre. Le général continue alors ses réformes, notamment en confisquant leurs armes aux paysans et en interdisant aux guerriers de cultiver la terre, pour marquer une séparation plus stricte entre les paysans et les guerriers. En 1592, il a vraiment très envie d'envahir la Corée, ce qu'il fait. Son armée le fait. Lui, il reste au Japon pour régner. De toute façon, à cette époque-là, la Corée appartenait à la Chine, qui envoie de suite son armée repousser les Japonais. Hideyoshi meurt peu de temps après, et vous vous en doutez, quand le chef des Japonais meurt, et que personne n'est assez puissant pour lui succéder, les Japonais se font la guerre entre eux. Cette fois-ci, c'est Ishida Mitanori qui veut prendre le pouvoir parce qu'il est riche, puissant, beau, magnifique, et il semble tout désigné pour régner sur le Japon. Et puis il y a un autre gars, Tokugawa Ieyasu, qui veut lui aussi prendre le pouvoir parce qu'il veut prendre le pouvoir, c'est déjà une raison suffisante. Cette rivalité prend fin en 1600, à l'issue de la bataille de Sekigahara. Puis là, j'imagine que tu vas faire une blague plate avec le personnage de Naruto qui s'appelle Gaara. Hey, bonne idée, j'avais même pas pensé. C'est quoi Naruto? Bon, où j'en étais moi? Ah oui, c'est Tokugawa qui a gagné. Il se fait nommer shogun en 1603 et instaure le shogunat Tokugawa. Il s'installe à Edo, futur Tokyo. C'est le début de l'époque Edo. En 1612, le christianisme est interdit. En 1615, Tokugawa brûle le château d'Osaka avec les fils de Hideyoshi dedans. Le shogun décide également de fermer ses frontières au reste du monde. Personne n'entre, personne ne sort, sous peine de mort. Ils ont quand même gardé quelques liens avec la Chine, la Hollande et la Corée, pour pouvoir commercer avec eux et avoir plus facilement accès à du matériel militaire, par exemple. Pendant la période Edo, il n'y a pas grand-chose qui se passe, jusqu'à l'arrivée en 1854 du commandeur américain Matthew Perry et de ses fameux navires noirs qui ont fait trembler le Japon. Ce bon Mathieu veut que le shogun ouvre ses portes à plusieurs pays d'Occident pour le commerce, ce qu'il fait à contre-cœur en voyant les gros canons pointant sur son pays. Cette décision ne fait cependant pas l'unanimité parmi les Japonais. Parmi les Japonais qui sont pas d'accord, on a par exemple l'empereur lui-même. Quand ce dernier décède d'un cancer et que son fils de 15 ans à peine monte sur le trône en 1668, d'importantes réformes sont mises en place. C'est le début de la fameuse restauration de Meiji. Premièrement, les classes sociales sont désormais toutes égales. Les samouraïs ne peuvent plus porter leurs sabres, pire encore, ils ne peuvent plus porter leurs chignons. Ça paraît niaiseux de même, mais le chignon chez les samouraïs, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça illustre leur importance, leur noblesse et leur appartenance à cette classe sociale. Ils sont les samouraïs. Et les nobles doivent payer leurs impôts en plus. Ça est assez pour le shogun qui, là, de rester tranquillement assis les bras croisés dans son palais par une rébellion contre l'empereur. Cette rébellion est appelée guerre de Boshin et est remportée par les troupes de conscrits de l'empereur, bien plus nombreuses et mieux armées. En plus, eux, ils avaient acheté de l'artillerie aux Américains, vraiment très pratique, contre la cavalerie du shogun. La guerre ne met cependant pas fin à la peste des samouraïs. En effet, certains se battaient aux côtés de l'empereur, qui recevait une certaine somme d'argent, et pouvait continuer à vivre à Tokyo au crochet de l'empereur. Par la suite, l'empereur Meiji continue ses réformes, mais cette fois en occidentalisant son pays, avec une armée plus occidentalisée par exemple. On a également étudié plusieurs technologies qui viennent de l'Occident,
comme les automobiles, l'électricité, la médecine, la production en chaîne, et bien évidemment l'artillerie pour combattre les samouraïs, par exemple. Pour faire simple, le Japon commence à s'industrialiser. En à peine 50 ans, on est passé d'un état féodal à l'une des plus grandes puissances économiques au monde. Et ce n'est pas tout. L'empereur Meiji a également très envie d'envahir des territoires. Et pour ça, il va s'y prendre pas mal mieux que Hideyoshi. Hideyoshi s'était arrêté à la Corée et s'est fait repousser par les Chinois. Mais là, Meiji envahit les Philippines, la Chine et évidemment la Corée. En 1912, l'empereur meurt et un autre monte sur le trône. C'est le début de l'ère Taisho. Et quand Taisho monte au pouvoir, tout n'est pas très joyeux. On a affaire à une véritable crise politique qui divise le pays. Les dépenses sont trop élevées et la marine réclame une augmentation du budget. Enfin bref, c'est pas un bon moment pour monter sur le trône. Enfin, la crise politique de Taisho est un poil plus compliquée que ça. Mais bon, moi, j'ai pas tout compris. Et de toute façon, on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans les détails. Et aussi, on remplace l'ancienne oligarchie par un système plus démocratique. Ça veut dire que c'est plus un petit groupe de personnes comme la noblesse ou les proches du shogun qui prend les décisions, mais des groupes qui se séparent le pouvoir. Ça évite qu'une personne n'impose sa dictature. Cette même année, le Japon déclare la guerre à l'Allemagne et s'empare de toutes ses possessions en Chine et de quelques autres petites îles non loin, et envoie même des troupes en Sibérie. Cette participation lors de la Première Guerre mondiale permet au pays d'obtenir une place à la Société des Nations, qui lui permet de conserver toutes les terres conquises. En 1926, l'empereur Hirohito arrive au pouvoir, marquant le début de l'ère Showa. Et lui aussi, il a envie d'envahir des territoires, ce qu'il fait évidemment, ce qu'il lui faudra de se faire exclure de la Société des Nations. L'armée s'attaque même à des bases militaires états-uniennes alors que les États et le Japon sont censés être des pays alliés en fait. C'est pourquoi lors de la Seconde Guerre mondiale, Hirohito s'allie à Hitler et Mussolini, qui ont eux aussi envie d'envahir des territoires. Même si au début l'invasion se déroule assez bien, ils prennent la Corée, encore les Philippines, la Mandchourie. À ce moment-là, l'Empire ressemble à ça. Ouais, c'est parce qu'en fait, ils y ont plein d'idées, puis c'est un peu compliqué à dessiner, puis tout, fait que... La suite, vous la connaissez probablement déjà. Les Alliés arrivent et en 1944, l'armée est en déroute. Les soldats états-uniens débarquent au Japon. Le Japon est à terre, c'est peut-être le moment de se rendre. Puis, le 6 et 9 août 1944, les fameuses bombes nucléaires explosent sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. Dès 1946, les États-Unis instaurent une nouvelle constitution. Ils enlèvent à l'empereur presque tout son pouvoir, retirent au Japon ses possessions en Asie et lui retirent son droit de posséder une armée, et mettent en place un tout nouveau gouvernement. L'occupation est gérée par le général MacArthur et prend fin en 1956 suite à la signature du traité de San Francisco. S'ensuit bien évidemment une vague d'anti-américanisme au Japon. Après, l'économie peut se redresser et le Japon redevient une grande puissance économique. Hirohito décède le 7 janvier 1989. Le lendemain, c'est son fils Akihito qui récupère son poste, débutant ainsi l'ère Heisei. Mon Dieu, mais quel accent! Le pays exporte sa culture à travers le monde grâce notamment aux jeux vidéo, au cinéma, au manga, etc. Cette ère devra s'achever le 30 avril de cette année, du moins si vous regardez cette vidéo en 2019. C'est son fils Naruhito qui dirigera alors le pays. Comme je ne peux pas prédire le futur, le nul! Je pense qu'on peut arrêter cette vidéo ici. Bon, quelle conclusion pouvons-nous tirer de tout cela? On pourrait quand même investir dans du matériel de meilleure pour enregistrer la vidéo. Bon, ben sur ce, on vous dit au revoir et rendez-vous pour le prochain épisode de La Plume de l'Histoire qui parlera de la France. En tout cas, si j'ai envie, puis si j'ai le temps. Et vu ma productivité, je vais probablement mettre au moins 3 mois à la sortir. Fait que, bon ben, à plus. Je sais vraiment pas faire de conclusion.